Boum! Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Eh oui, non, j'ai pas pris mes vacances parce que ça me fait trop plaisir d'être avec un ami de la page, Patrice Vicious Volny est avec nous. Salut Patrice. Salut, salut, ça va bien? Ouais, ça va bien Patrice, écoute, ça fait combien de vidéos qu'on fait ensemble maintenant? Ça doit bien être la quatrième, quelque chose comme ça. Quatrième, j'imagine. Je pense que c'est la quatrième, cinquième. Ouais. C'est la quatrième. Alors, cette semaine sur la page, c'est une semaine spéciale Patrice Volny. C'est toi qui prends le contrôle de la chaîne pour deux émissions spéciales pour cette semaine de juillet. Et donc, Patrice, on voulait ensemble faire une review, faire une revue de la scène poids moyen actuelle. C'est ta catégorie. Ce sont des noms que tu es susceptible, et on l'espère pour toi, d'affronter dans le futur, quand tout redémarrera comme on l'a connu. Voilà, donc c'est extrêmement excitant. J'avais fait par le passé avec Maxime Bossière un poids moyen de France, j'avais fait le même format de vidéo. C'est vraiment très très intéressant de voir des athlètes qui sont portes de quelque chose de grand parler de leur catégorie. C'est vraiment et puis on apprend beaucoup de choses. Donc Patrice, alors je t'ai demandé par message, je t'ai demandé de me donner ton top 10 actuel. Alors je t'ai pas laissé beaucoup de temps, hein, mais tu m'as répondu très vite. Donc tu as fait ça comme ça en un éclair. Alors on va commencer, si tu es d'accord, avec ton numéro 10. Celui que tu mets un numéro 10 dans la catégorie à l'heure actuelle, c'est ce jeune homme. Junior, c'est Junior, c'est Chris Eubank Junior. Voilà, tu le mets numéro C'est 10. au bec. Alors, on dit c'est pas mal quand même. Euh, alors, Chris Eubank Junior qui a un nom, comment toi, quel regard tu portes sur lui? Parce que moi, je suis assez déstabilisé. Tu sais, j'ai l'impression que quelqu'un qui n'a pas éclos au moment où il fallait. C'est-à-dire, il y a presque 5 ans de ça, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, En parlant de Chris Eubank Jr., c'est dur de ne pas penser à son père. C'est dur de ne pas penser à son père avec le charisme et la façon qu'il se comporte à l'intérieur du ring. Ouais, Est-ce que c'est un boxeur le plus complet? Je ne pense pas. On non. a regardé certaines performances où ça laissait un peu à désirer. C'est un gars qui va pour la puissance. Très rapide. Très rapide. Il est très rapide. Mais je pense qu'il est un peu dans, pas l'ombrage, mais dans le rôle que son père avait. Est-ce que, alors, je vais prendre le rôle de la mauvaise langue ce soir. Mais est-ce que tu penses qu'il est très rapide euh, avec le téléphone en séance d'entraînement, mais est-il aussi rapide sur le ring finalement? Oui ou non? Ou est-ce que je me trompe? Je pense qu'il est rapide sur le ring aussi. D'accord. Je pense qu'il est rapide, mais ça, on peut. Ça dépend parce qu'il est très explosif, ok? C'est un des boxeurs qui est vraiment explosif. Si on regarde certains des combats qu'il a fait, on a vu des combats un peu plus récents, des combats où il a perdu. Et dans comment ça s'appelle? C'est pas le Super Six, j'ai oublié le nom, Si, c'est si. Super Series, Oui. où il a perdu, mais il avait quand même ses capacités, il avait sa vitesse quand il s'est battu contre Abraham, C'est l'ancien vrai. Abraham qui n'était pas l'Abraham du temps, C'est vrai, c'est où il vrai. était super explosif et tout ça, mais Contre le il est Turc rapide. aussi. Le Turc, là, il fait un enchaînement rapide contre le Turc. Oui, Ouais. il est explosif. C'est un gars de vitesse explosif. Est-ce qu'il a le bagage? Non, parce qu'on a remarqué que certains combats qui deviennent de plus en plus compliqués, il commence à vraiment envoyer des coups larges, il perd sa boxe, on peut dire, il perd ses habiletés, Ouais. et il va pour le KO, mais il commence à aller chercher le KO très tôt dans le combat, souvent. Et si le combat est compliqué, selon toi, ça devient brouillon. Ça devient de plus en plus brouillon. C'est ce que j'ai ressenti contre George Groves. Josh Groves, exactement. Josh Groves qui s'est blessé dans les derniers rounds. Ouais, Et ouais. je pense qu'il y a eu une dislocation ou quelque chose comme Ouais, ça. ouais. Mais Chris Eubanks n'a pas pris. Ouais, tout ça. Ouais, ça arrivait tard dans le combat, donc ça a peut-être sauvé aussi George. Mais il n'a pas réussi, ouais, effectivement, il n'a pas réussi à capitaliser. Il était en chasse, et il se lançait, et à l'expérience, George Groves est au coup d'œil. Il a survécu, mais
le reste du combat, il lui a donné, je vais pas dire une leçon, ça serait mauvais, mais il a rendu il a laissé aucun espace pour que Eubank puisse faire la guerre. Parce que finalement, Eubank, c'est un vrai guerrier. C'est un guerrier, c'est un bagarreur. Ouais, C'est un bagarreur. C'est un bagarreur. Contre des adversaires un peu plus faciles, on pourrait dire que c'est un boxeur plus classique, mais il est fait pour se battre. On le voit, on peut voir dans ces séances d'entraînement qu'il poste sur les vidéos. Je sais que c'est des vidéos et peut-être qu'il ne reflète pas exactement ce qu'il veut montrer, mais on peut voir que la façon qu'il s'entraîne, c'est un bagarreur. Et il a dans le sens, son père est un bagarreur, mais qui est un bon boxeur, d'une façon de voir les affaires un peu plus orthodoxe, mais il est un bagarreur, c'est un bagarreur et je pense que pour lui, c'est difficile de éliminer ce côté-là ou de le remplacer par autre chose quand les moyens deviennent moins. Ouais, c'est vrai. Et alors, dernièrement, Eubank a passé le confinement. Le hasard a fait avec son supposé nouvel entraîneur, et je trouve que ça c'est très bien, avec Roy Jones Jr. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe entre eux, et c'est ce qu'ils recherchent depuis des années finalement. Ils recherchent un entraîneur qui va vraiment où il va trouver le déclic. Alors peut-être va-t-on avoir des différences parce que tu vois, moi je trouvais que un de ces grands combats, il remontait à 5 ans de ça déjà, c'était contre Gary O'Sullivan en 2015, en étant sous carte de Joshua contre White, tu vois, 2015 déjà, et là je l'avais trouvé vraiment fort, et même en interview d'après-match, il called out Triple G, et ça avait du sens. Ça avait du sens vis-à-vis du moment où il était, de la performance qu'il venait de faire, ça avait complètement de sens. Et puis après, je trouve que ça a tergiversé. J'ai même l'impression que parfois il a régressé, parfois il est revenu, tout ça. C'était très en dents de scie et tu te rends compte que 5 ans d'une carrière peuvent passer comme ça. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. Ça passe vite. Hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, ça passe. Il faut. Les matchs qu'ils ont eu le match entre lui et Roy Jones. Ouais. Selon moi, ça peut être bien, comme ça peut être très mauvais d'un autre côté, à essayer d'imiter Roy Jones ou être Roy Jones, parce que plusieurs boxeurs qu'on a vus qui se sont fait entraîner, comme l'aide de Roy Jones, essayent d'aller imiter exactement ce que Roy Jones fait. On ne peut pas éliminer le boxeur qu'on est pour faire ce que l'autre fait. Ouais. Ouais, mais dans les vidéos, comme toujours dans les vidéos qu'il a postées, là, ça travaillait les fondamentaux. Enfin, je trouve que voilà, ça travaillait ses mouvements, comment il bouge, et Roy Jones le faisait bouger. Je trouvais d'une nouvelle façon. C'était très intéressant. Donc, wait and see, parce que effectivement, est-ce que ce mec, de toute façon, il a plus trop le choix là. Il faut que il y a quelque chose qui se déclenche là pour lui. Donc tu le mets top 10 parce que des habilités physiques aussi, comme tu dis, extraordinaires. Top 10. Et c'est un mec que, écoute, toi il te manque quoi? Il te manque peut-être une ou deux, une grosse victoire, et c'est un mec qui peut être sur ton chemin. Hein. C'est un mec qui avec PBC, c'est pas impossible. Exactement. C'est pas impossible qu'il y ait un match-up Patrice Volnick contre Chris Eubank Jr. Alors ça. Tu sais très bien, Patrice, là je prends l'avion, je vous rejoins. Là c'est la folie. Mais on va rêver avec toi, Patrice, on va rêver de beaucoup de match-up qui peuvent être ou qui peuvent te concerner. Alors ça c'était le numéro 10. On va passer tout de suite au numéro 9. Alors le numéro 9, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qu'on en a beaucoup parlé déjà, que tu suis pertinemment, parce que ça peut arriver, c'est lui, c'est ce monsieur du Japon. Voilà, c'est Murata, voilà, qui a une ceinture au Japon. Murata, qui est aussi un phénomène. Toi, t'es dans les classements, tu es amené, en toute logique, tu es amené certainement à l'affronter. Voilà, alors, pour la petite histoire, j'avais même proposé à Patrice de faire une vidéo où on décortique Murata, mais sachez, mes pirates, que, tu sais, au Japon, ils ont aussi les traducteurs français.
et que les vidéos de Patrice, elles sont suivies par le clan Murata. Attention, donc, on va pas quand même se griller. Et d'ailleurs, on fait un petit coucou au clan Murata. On vous fait des bisous parce que vous allez traduire la vidéo. On vous fait beaucoup de bisous. Mais alors, là, plus sérieusement, tu en avais déjà parlé. Tu avais dit que de toute façon, tu l'avais analysé, que tu avais déjà vu, Oui, tu nous as dit dans ta première interview sur la chaîne qui a marqué tous les pirates, vraiment les pirates sont devenus fans de toi grâce à cette interview. Tu disais que il y avait le combat d'Andam et le combat de Rob Brandt, le premier, où ils avaient montré des choses très intéressantes. Donc, sans trop en dire, qu'est-ce que tu peux nous dire précisément de Murata? très bon boxeur. Très bon boxeur. Un gros bagage de boxe Champion olympique. olympique, hein. Ouais, énorme bagage de boxe olympique. Donc, éventuellement, et c'est sûr que tu ramènes ça au niveau professionnel, bah, il y a un gros changement comparé à quelqu'un qu'on va dire qui ne l'a pas. Ouais. Il frappe fort. C'est un puncher et il y a la puissance de frappe et j'imagine il y a un bon timing qui fait de lui un adversaire quand même assez redoutable parce que finalement, il peut encaisser. Il encaisse bien et on peut voir comme le combat qu'il y a eu contre Endam, comme j'avais dit la première fois, malgré les déplacements de Endam, Murata finit tout de même par casser. Ouais. Alors, est-ce que il a quand même comment il a une vista pour couper le ring, je trouve, et j'ai l'impression que sa précision fait très mal parce que on dit qu'il tape fort, mais il faut dire aussi que ses coups sont extrêmement précis. Hein, Exact. son dernier combat, enfin ses deux derniers combats, contre Rob Brandt et contre Butler, moi m'ont vraiment impressionné. Tu dirais que c'est ces deux gros atouts où il y a Je dirais que ta vision du truc, elle est bonne. Sa puissance, il a une bonne puissance et il sait exactement où aller. Donc, il y a le jeu de jambes, il va se déplacer du bon côté et il frappe de manière précise. Il a eu beaucoup le temps de se pratiquer, on va dire, auparavant avec ses combats, on va dire, au niveau olympique. C'est décide parce qu'au niveau olympique, ça marchait par points. Donc, tu touchais, fallait que le coup soit bien placé pour que ça compte comme un point. Donc, c'est sûr qu'avec tout ce bagage-là, il a augmenté, il est devenu meilleur et meilleur. Et au niveau professionnel, avec des petits gants, ça fait la différence. ouais. Oh oui, tu crois que lui c'est du Dios, pas plus? Lui c'est très Jones, fin. ouais. Ah, c'est très fin, c'est grand, c'est très très fin. Ça frappe. C'est fin, si, ça fait mal. Euh, tu ton clan, toi-même et ton clan vous seriez extrêmement vigilants sur les gants si tu étais amené à le combattre. Oui, on est toujours très vigilant sur les gants. On regarde la marque des gants, la composition des gants, parce qu'ils sont pas toutes faites de manière similaire. Chaque gant est différente. Chaque compagnie de gants ont une forme un peu plus différente. Il y en a certains qui ont une forme un peu plus ronde, d'autres sont plus plates. Et on connaît les gants qui font mal, comme les clitoriès, ils sont réputés pour faire mal. C'est vrai. Donc, certains gants sont réputés pour faire mal. Donc, on porte vraiment un œil particulier sur ça pour savoir c'est quoi notre sélection à nous de gants. Ouais. Et pour ne pas en dire plus sur Murata, parce que je renvoie à la première interview de Patrice Volny sur la chaîne, je mettrai le lien dans la description, évidemment on en parle un peu plus, mais ça reste le combat que tu veux, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Non, c'est toujours le combat qui m'intéresse. C'est un bon boxeur et je le respecte énormément, mais je pense que ça pourrait donner un combat qui est très intéressant. Ouais, tout à fait. Très intéressant pour lui et c'est très intéressant pour moi. Voilà, alors même si tu veux absolument ce combat, tu l'as mis numéro 9 de ce classement. Numéro 9. Alors on va passer maintenant au numéro 8. Et numéro 8, selon moi, un mec où ça serait pas c'est pas une vue de l'esprit, c'est assez tangible que tu pourrais aussi obtenir un combat contre lui. On va le mettre tout de suite. C'est Dimitrios Andrade. Dimitrios Andrade. Oui. Voilà.
qui est lui aussi un énorme pédigré amateur. J'en ai parlé avec Roland, dans la vidéo avec Roland Moses, qui l'a croisé dans sa carrière amateur. Dimitrius Andrade, qui a la ceinture WBO, qui a un bon contrat avec Matchroom et puis avec DAZN. Écoute, moi, par rapport aux adversaires qu'il a eu, je, je, je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas une chance contre lui parce que, enfin, moi, personnellement, c'est pas pour être trop plaisant avec toi, mais la vérité, c'est que pour moi, tu es meilleur que certains de ses derniers adversaires. Voilà. Et en plus, tu es dans les classements WBO, donc c'est pas impossible. Mais tu le vois comment, ce mec? Bon boxeur, ou alors est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on le Et trouve meilleur qu'il l'est réellement? tu sais, c'est dur à dire parce C'est que mystérieux. Moi, je trouve qu'il y a un avec mystère à la qualité des adversaires, comme tu le dis, ça peut devenir très mystérieux. C'est mystérieux. On ne peut pas savoir exactement à quel point il est bon et à quel point il est dangereux. Ouais. Oui, il a été dangereux pour les adversaires qu'on a mis Ok, face à lui. on est de retour mes pirates après les petits incidents techniques. Oh là là, le réseau internet canadien nous fait des misères à chaque fois. Patrice nous fait des misères. Va falloir qu'on torde le cou à Roger. Je sais pas quoi faire. Mais en tout cas, tu parlais du mystère Andrade. Donc avec ses adversaires et vu le niveau des adversaires, on peut pas savoir si c'est une terreur absolue ou pas. Qu'est-ce que t'en penses toi finalement? C'est très dur à dire, tu sais, c'est particulier. Il a une belle fiche, je pense qu'il a 29 combats, il était vaincu. Les adversaires semblent avoir une belle fiche adversaire, donc c'est un peu dur de pouvoir mettre exactement une note au boxeur. C'est un bon boxeur. Je pense que c'est un boxeur qui est dangereux malgré tout, qui a une bonne puissance de frappe. Mais à quelle limite son potentiel est, c'est dur à dire. Mais selon moi, il est quand même dans le top 10. C'est un bon boxeur. Ouais. Et il travaille fort, j'imagine, et il performe bien. Ouais. C'est ce que je disais avec Maxime Bossier, c'est je trouve que pour moi ça a été un très grand super Walter, personne ne voulait affronter, mais son changement de catégorie, en fait, je ne sais pas s'il est au même niveau qu'il était dans la catégorie en dessous. Ça c'est une vraie question que j'ai pour lui. Et donc Gaucher, qui apparemment bouge très bien, qui doit avoir une frappe solide, c'est c'est pas quelque chose qui te dérange, toi? Tu sais, on monte souvent dans le ring avec gauchers, des droitiers, Ouais. des boxeurs qui frappent fort, d'autres boxeurs qui sont rapides. Donc, je pense que c'est tout dépendant de ta préparation. Si ta préparation elle est bien, c'est sûr que tu vas rentrer là à bloc, confiant à 100%. Mais non, c'est pas quelque chose qui fait peur. Qui fait peur au final, c'est quelque chose qu'on s'y attend. On Mais s'y attend à monter dans le ring avec Mike Tyson. Il faut s'y attendre que ça risque de rentrer fort. Donc, ouais. on se prépare éventuellement pour tout type de style, tout dépendant de l'adversaire que tu as en face de toi. Donc, prépare pour ça. Soit la vitesse, c'est un Amir Khan. J'espère que tu es sûr que tu vas voir les affaires venir rapidement. Donc, Ouais. Ouais, mais t'as on raison. te donne pas. T'as raison, mais je trouve que un mec comme ça, moi, enfin, je serais toi, j'aurais beaucoup de confiance, quoi. Je serais très confiant. Il y a une vraie possibilité de le battre, ce mec. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous laisse croire. Donc ça, c'est ton numéro 8 du classement. On va aller tout de Oui. suite sur ton numéro 7, un boxeur qui s'est révélé ces derniers temps. Voilà, son dernier combat en date était assez extraordinaire. Voilà. Mais celui que tu mets numéro 7, c'est Derevyanchenko. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Vous savez, c'est pas un boxeur que je connaissais énormément. Ouais. Ça a été plutôt une découverte. Tu le découvres comment? Boxeur, pardon? Tu le découvres comment? On le découvre surtout avec le combat contre Golovkin, Jacobs. Jacobs, c'était le combat avant, donc c'est le combat contre Danny Jacobs. Ouais, l'année d'avant. Exactement, c'est le combat clé. Ouais. Ensuite, on va regarder quelques combats auparavant, comment c'était. Boxeur qui n'est pas
de grande taille pour la division. Il n'est pas grand, mais il est carré. Et il est carré, c'est un monstre. C'est un monstre et puissant, très puissant et très agressif dans le ring. Au niveau cardio, il n'arrête pas. Il a beaucoup de cœur. Par contre, on peut remarquer qu'au niveau des déplacements, souvent, ça peut être laissé un peu de maladresse parfois dans les combats. Donc, il était tombé contre Danny Jacob et il était tombé contre Golovkin, les deux combats les plus récents. Ouais. Ouais, donc, tu penses que contre un certain niveau, c'est un mec qui peut flancher? Parce qu'il tombe contre Jacobs, il tombe contre Golovkin, alors qu'il fait des très grands combats. Tu penses qu'il y a, du côté du menton, il y a quelque chose à aller chercher? Je pense que c'est un boxeur qui encaisse énormément et qui tombe seulement par maladresse. D'accord. Certains mauvais placements de jambes qui font que le coup il rentre et il tombe. Parce que selon moi, lui, présentement, en ce moment, il est dans le classement à sa position aujourd'hui. Mais je pense qu'éventuellement, il va monter facilement, lui. Ouais. Bah moi, écoute, je te rejoins. Je l'ai découvert, moi, parce que j'aime beaucoup regarder les soirées PBC, tu sais, les petites soirées qu'il faisait en 2016-2017, où tu voyais des prospects et tu pouvais dénicher des noms pas encore connus. Et donc, lui, il en a fait quelques-unes de soirées comme ça. Et puis, il a son grand moment contre Danny Jacobs, un ancien partenaire de Jim. Donc, c'est des mecs qui avaient fait des rounds ensemble, vraiment. Et il lui donne tout un combat. Danny Jacobs doit se sortir vraiment du pétrin. Certains le voyaient même plus près que ça au niveau scorecard. Et puis, il y a un combat avant Golovkin qui fait en février 2019, où là, pour une demi-finale mondiale, où là, il est dans le dur. C'est au Minnesota qu'il fait ça, tu sais. Il est dans le dur. Il a même des rounds très, très difficiles. Il passe à ça d'une défaite. Voilà, et tu te dis, bon, contre Triple G, est-ce que ça va craquer? Et puis non, il sort un énorme combat. Alors, toi, oui. Comment dire? Parce que ce soir-là du combat, c'est vrai que Triple G n'avait pas l'air... Enfin, on a cru qu'il avait pris un coup de vieux. C'est ce que je pensais et tout. Mais paraît-il, il était malade. Il y avait eu des problèmes au camp d'entraînement, tout ça. Alors, est-ce que tu crois que c'était un jour, pour Triple G, c'était un jour de problème, c'est-à-dire de maladie, il devait avoir une grippe et tout ça, ou est-ce que tu penses vraiment que Derevyanchenko a fait chuter le mythe Triple G? Qu'est-ce que tu en penses? Selon moi, Triple G avait simplement une mauvaise journée. Soit une mauvaise journée, une mauvaise... D'accord. Et je ne pense pas que Derevyanchenko aurait eu la chance de aussi performer aussi bien face à un Golovkin qui a 100% ses capacités. D'accord. Malade, probablement parce que aucun combat, on n'est jamais à 100%, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et dans toutes les sphères de ce sport ou à l'extérieur, qui peuvent venir affecter le combat. Ouais. Golovkin, lui, je me rappelle, après le combat, il dit qu'il avait pris le combat un peu à la légère, où il ne s'est pas préparé de la bonne manière. Mais je ne pense pas qu'il a pris le combat à la légère. Je pense simplement que soit il était malade, soit il était blessé, quelque chose s'est passé. Et c'était juste la mauvaise journée pour lui. C'était une mauvaise journée. Mais que malgré tout, il a réussi à ramener une victoire. Alors toi, parce que moi, le soir du combat, tu sais, sans savoir les alentours, sans savoir les aléas, à la sortie du combat, pour moi, Derevyanchenko s'est fait voler. Comment tu l'as vécu? Tu sais, vraiment, à la sortie du combat, toi, tu le vois comment, le combat? Moi, je vois un combat qui est très serré, mais je le donnais à Golovkin par 1 à 2 rounds. D'accord. Pour les simples bonnes raisons que Golovkin plaçait ses coups. Nécessairement, il frappait, mais Derevyanchenko se faisait toucher, malgré que c'était certaines fois par certains coups qui n'étaient pas durs ou qui ne l'ébranlaient pas, mais il se faisait toucher plus souvent que ce que moi, je voyais contre Golovkin. Golovkin, il se faisait frapper, oui, mais je n'ai pas vu qu'il se faisait frapper aussi clean et aussi souvent que Derevyanchenko.
Ouais, Malgré que Jericho mettait une pression incroyable. d'accord. D'accord. Alors, on va passer. Donc, c'était ton numéro 7 Derevyanchenko. Là aussi, un combat pas dénué de sens pour toi, parce qu'en termes de business, ça pourrait se faire aussi. Il est avec Ludi Bella. Oui, Rien n'est impossible. Voilà. Et là, on va aller sur ton numéro 6 qui, moi, comment, me surprend un peu, mais c'est ton compatriote que tu mets numéro 6, donc c'est-à-dire que tu le mets encore très haut. Euh, c'est David oui, Lemieux. Voilà. Alors, exactement. le David Lemieux, tu le mets numéro 6, donc quand même devant pas mal de gars. Pour toi, comment dire, certains de ses dernières sorties ne t'ont pas inquiété? Et il reste le David Lemieux d'antan, à tes yeux? Tu sais, certaines dernières sorties qu'il a faites, on va dire que une à oublier, c'était le combat contre Billy Joe Saunders, qui est un combat oublié, Ouais. où ça s'est très mal passé. Enfin, très très Mais mal, c'est une un leçon de boxe, boxeur hein. comme lui, ouais, c'était un très mauvais combat pour lui. 100% combat parfait pour Billy Joe Ah Sanders. ouais, ah oui, oui. Mais le plus à la frappe. Il a une puissance de frappe et il y a le cardio pour faire ses 12 rounds sans arrêt. N'importe qui, Chris Eubank qui aime avancer dans un combat, serait pincé par lui et tomberait. Tout adversaire qui avancerait face à David Lemieux, parce que selon moi, David Lemieux est le plus gros cogneur des poids moyens. Ouais. Un Est-ce que Deviatchenko par qui hasard t'as rentrait déjà dans fait la du, guerre, pas beaucoup. est-ce que t'as déjà fait du sparring avec lui, par hasard? Oui, c'est déjà fait plus d'une fois. Ouais. Et donc Et quand les ça gens disent frappe, c'est un cogneur, c'est un cogneur. c'est inconnu, d'accord. Et donc, C'est un vrai cogneur. ouais. Oui, Gary O'Sullivan pourrait nous en dire quelque chose, d'ailleurs. Et on dit souvent que la dernière chose qu'un boxeur, quand il vieillit dans sa carrière, perd, c'est la puissance. C'est la dernière chose qu'il perd. Exactement. Et ça, il l'a pour lui. Euh, alors, la question de fan, on n'est pas là pour critiquer David, mais en tant que Oui. fan québécois, comment, comment tu vis, comment tu as vécu cette défaite contre Triple G qui remonte déjà il y a 5 ans? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas le David Lemieux qu'on a tellement connu à Montréal ce soir-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, selon moi, je ne sais pas si tu te rappelles le hype qu'ils avaient mis d'une guerre. Ouais, ouais, Le but, c'était une guerre. ouais, Tu avais David Lemieux et tu avais Golovkin qui rentraient ensemble et étaient supposés donner une bombe les deux combats ensemble. ouais, Contrairement à ce que tout le monde a cru, Golovkin a boxé. oui. Et il est, comme tu dis, il l'a boxé et ça a été chirurgical. Chirurgical. Ouais, Tout à fait. Il a utilisé et tout ce qu'il avait, le jab, le jab, le jab et le jab et le jab qui a fait une énorme différence durant le ouais. combat, a tout changé. Donc, oui, ça a été un combat qui a été dur et je ne sais pas s'il a été pris un peu de court et je ne sais pas si l'ajustement était facile à faire. Tout ajustement est difficile à faire, surtout quand un adversaire aussi précis et qui frappe aussi fort des deux mains. Et tu peux pas, Donc, et c'était la preuve jouer aussi, sur lui, ouais, la preuve aussi que tu ne peux pas simplement avancer avec que ta puissance à offrir à Triple G. Ouais, non, exactement. tu peux pas avancer sur Triple G comme ça. Voilà, mais bon, en tout cas, boxeur effectivement qui est dangereux par sa puissance encore aujourd'hui et que tu mets numéro 6. Voilà, alors on va passer au numéro 5 et là à partir du numéro 5 en termes de skills, on va se régaler parce que pour moi c'est tous les boxeurs que tu as mis sont à montrer dans toute école de boxe. Voilà, et ça va être bien compliqué d'aller les chercher, mais on te le souhaite que tu ailles justement les chercher. Ton numéro 5, on va y aller. Alors moi, tu vois, je l'aurais peut-être mis un peu plus haut, euh, Ok, mais c'est Charlot. Jermal Charlot, je reste convaincu, très convaincu par Jermal Charlot. Pour moi, je le répète souvent, c'est un peu sur le cas des Charlots, c'est des boxeurs, bon, ils sont ce qu'ils sont pas très
les ayant croisés, c'est pas les plus agréables au monde, tu vois. Tu ne deviens pas copain avec les Charlots, malheureusement. Mais ça a montré dans toute école de boxe. En termes de fondamentaux, en termes de comment se placer, comment se mouvoir sur un ring, tout étudiant de boxe doit regarder les Charlots. Je trouve que c'est vraiment super. C'est très scolaire, mais c'est vraiment au millimètre. Tu sais, c'est de l'horlogerie. Est-ce que tu es d'accord avec moi d'une part? Et qu'est-ce que tu vois en lui qui te fait le maître numéro 5? Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est beaucoup. Les frères Charlot, si on parle des deux Charlot ensemble, Ouais. c'est deux boxeurs que je pense qu'on n'a pas donné le mérite qu'ils ont besoin dans ce qu'ils ont apporté dans ce sport présentement avec les performances qu'ils ont. À chaque fois qu'on pense que les Charlots, ah ouais, le prochain combat, ils vont perdre, bah, ils perdent pas. Ils perdent pas, ils performent aussi bien, très explosifs, très agressifs dans le ring et ils sont précis. Mais Le précis, voilà, menton, exactement. C'est agressif, mais il n'y a jamais d'erreur de fondamentaux. C'est-à-dire que c'est exact. jamais désorganisé. C'est agressif dans une organisation chirurgicale. Ça reste très précis et effectivement, c'est impressionnant. Alors, à contrario, sur le cas de Jermall Charlo, on peut dire que depuis quelque temps déjà, il n'a pas des adversaires qui font que tu peux le placer très haut par rapport à ces autres à d'autres qui ont rencontré des meilleurs noms dans leur résumé. Mais un truc, et là j'ai envie d'en parler avec toi, parce que tu as un boxeur très physique, qui est dans le combat physique et qui jauge physiquement ses adversaires. J'ai parlé à Willy Monroe Jr. Il y a quelques temps, là, l'interview est sur la page, vous pouvez retrouver mes pirates. Et Willy Monroe Jr. on parlait de son combat contre Brian Adams. Brandon Adams. Brian Adams, c'est le chanteur. Pourquoi je dis Brian Adams? Pourquoi j'ai dit Brian Adams? Brian Adams, c'est le chanteur. C'est le chanteur. Canadien d'ailleurs. Non, Brandon Adams. Et Willy me disait, mais vous comprenez pas, mais Brandon Adams, physiquement, c'est intenable de rester en face de lui. Il est tellement gifted, tu sais, physically gifted, il me disait, que tu es obligé de le boxer parce que tu peux pas aller au combat contre lui, parce que physiquement, il est au-dessus. C'est un tank. tu sais, Le mec, c'est un tank. il n'est pas. Tu disais, Patrice? Que Brandon Adam, il n'est pas grand. Moi, je l'ai rencontré. On s'est entraîné un peu ensemble à LA. Ah, ok. Il n'est pas grand. Parle-nous-en. Mais il est costaud. Il est costaud et comme ils ont dit, il est gifted sur ce côté physique-là. Il est fort, il est très costaud et particulièrement, il est très agile. Je ne sais pas si tu te rappelles le combat qu'il a fait contre Charlo. Il était très agile malgré la carrure du boxeur. Et voilà. Et donc, c'est bien, tu prouves encore, on a encore plein de vidéos à faire avec Patrice parce que tes voyages d'entraînement, là, tu me dis LA, je savais pas que tu étais à LA, que tu avais rencontré Brandon Adams. Il y a plein de choses que tu vas devoir nous dire prochainement. Mais justement, parlons de ce combat contre Brandon Adams. Je suis d'accord avec toi parce que je le regardais encore dernièrement, tu sais, ils l'ont rediffusé sur YouTube. Je le regardais et sachant ça de Brandon Adams, et regardant le combat qu'a fait Charlo, apparemment Charlo était aussi un peu blessé sur le ring, et Charlo, mais il absorbe totalement et très très bien le défi physique et il fait reculer Brandon. Il le fait reculer et c'est Brandon qui doit être agile, qui doit s'en sortir, qui est dans les cordes et qui doit être au meilleur de lui-même pour pas se prendre des tourbillons de Charlo. Et il a fait un énorme combat, Brandon, on réalise pas. Mais beaucoup de gens disent ah non, ce combat il est un peu chiant. Non. Non, quand tu connais la boxe, tu comprends. Mais c'est Charlo qui le fait reculer. Et là, tu vois, je me suis dit, ce mec-là, physiquement, ça va être très dur. Et dans un match-up imaginaire contre Triple G, eh ben écoute, j'ai basculé dernièrement et je me dis que Charlo a toutes ses chances contre Triple G parce que physiquement, je crois qu'il peut répondre. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je me trompe? Je pense qu'il peut répondre au début. Je pense qu'il va être en possibilité de répondre dans les 4 premiers rounds. À partir du 5e round,
est-ce que la pression de Golovkin va le casser? Mais il ne faut pas oublier que Golovkin met moins de pression que ce qu'il mettait auparavant. C'est vrai. Donc là, le fait que peut-être Charlo, il peut le faire mal. Golovkin, il prend des coups. Il les encaisse, les coups. Est-ce que sa capacité d'encaisser est la même qu'au départ? C'est sûr que non. Donc, est-ce qu'il va être capable de continuer à prendre des coups aussi puissants? Je pense pas. Je sais pas, il a 37 ans ou 37 ans, je pense. Je pense qu'il a 37 ans, Golovkin, présentement. 38. Il a 38, oui, probablement 38. Mais est-ce que Charlo est prêt pour un défi aussi gros? Je crois. Je pense qu'il est prêt. Est-ce qu'il va être capable de performer à 100%? Est-ce qu'il a pris des bombes, Charlo? Je ne sais pas. Ouais. Alors, je pense qu'il est quand même plus frais. Il est plus frais. Oui, Triple G a eu plus de guerre et tout. Et puis n'oublions pas, en termes d'étudiants de la boxe, student of the game, un Charlo, bon, Patrice Volny n'est pas dans l'équation, mais je dirais la même chose si Patrice Volny était dans l'équation, mais Charlo Triple G a un duel de jab à montrer dans toute école de boxe. Hein. Le jab de Charlo, le jab de Triple G, c'est quelque chose. Hein. Ce serait beau. C'est quelque chose. Donc tu mets Jermall Charlo, tu le mets 5e de ton top. Voilà. On va passer au 4e. Ouais. Et effectivement, entre Charlo et ton numéro 4, il y a une boxe qui a des similitudes, effectivement. Mais alors, explique-nous pourquoi toi, tu mets ce monsieur, Daniel Jacobs, tu le mets numéro 4. Meilleure opposition? Meilleure opposition, malgré que parfois, moi personnellement, parfois je le trouve inconstant de combat à l'autre combat, et il se sort toujours des problèmes. Ouais. Quand il y a des problèmes, et il a eu une plus grande variation de boxeurs. Il a eu des boxeurs, il a fait une excellente performance contre Golovkin, il a fait une excellente performance contre Deviatchenko, et je trouve que malgré la défaite qu'il a eue contre, si je ne me trompe pas, c'était Canelo, malgré la performance qu'il a eue contre Canelo, si il avait travaillé un peu plus que ce qu'il a travaillé dans ce combat-là, le combat aurait été bien plus excitant, mais voilà, justement, est-ce que moi je n'ai pas reconnu Danny Jacobs ce soir-là, et Canelo pour moi a survolé, voilà, c'était, le combat n'a pas été serré, Canelo a dominé le combat, alors survolé j'exagère, il a dominé le combat, mais j'ai l'impression que Danny Jacobs n'est jamais entré dans le combat. Est-ce que tu as cette impression-là aussi? J'ai la même impression. Je pense que, je ne sais pas s'il a donné autant de respect à Canelo. Oui, c'est normal qu'il donne du respect. Mais trop. Mais il est, exactement. Je trouve qu'il n'a pas frappé. Il n'a pas laissé ses mains partir. Ouais. Et il n'a pas pris les chances qu'il pouvait prendre. Pourtant, il les a pris dans tous les autres combats. Ouais. Il les a pris contre Golovkin. Il a pris toutes les chances. Contre Canelo, il avait ces mêmes chances-là qu'il aurait pu prendre. Je pense juste que ce combat-là a été très différent des autres combats qu'il a offerts auparavant. Ouais, écoute, moi, ça me fait dire qu'il s'est passé des choses aussi. Dans son camp d'entraînement, dans son camp, d'ailleurs, il a changé d'entraîneur par la suite. Il y a un divorce pas du tout à l'amiable, d'ailleurs, avec Rosier. Là. Donc, c'est assez bizarre, parce qu'il a quand même l'image d'un gentleman, donc tout ça est un peu trouble. Et puis aussi, tu le mets dans ton classement des middleweight. Mais Danny Jacobs, son dernier combat est en super middleweight contre le Julio César Chavez. Alors, est-ce que tu crois que Jacobs va revenir chez les middleweight ou c'est fini? Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, il y a deux choses qui me font penser, il y a deux choses différentes dans ma tête. C'est, je sais pas, c'est la tendance aujourd'hui. Tout le monde veut changer de division. Tout le monde cherche à monter de division de une division, il cherche à monter de 2 divisions. Est-ce qu'il est capable de faire le 160 encore aujourd'hui? Probablement. Est-ce qu'il a décidé de tourner la page, de monter à 168 pour aller performer? Ou je pense que le risque est élevé, mais un peu moins élevé que chez les middleweight.
j'imagine que la décision devient de c'est quelle division qui est la plus facile pour moi. Malgré tout, il peut faire les deux poids. C'est laquelle qui me donne le plus d'opportunités d'aller chercher des ceintures. Ouais, mais moi, je suis intrigué parce que je trouve il se ferme les money fights. Les money fights restent en middleweight, tu vois. Oui, 100%. Tu le mets contre ben justement le top 5, on va faire les derniers noms que tu as mis dans ton top. Contre tous ces mecs-là, il a son money fight. Il aura pas le même niveau d'argent en 168 livres. Alors, c'est très étrange. Moi, je trouve que le cas d'Annie Jacobs depuis quelques mois est très étrange. Très étrange. Je pense que aussi du fait que toutes les performances qu'il a eues contre Golovkin, c'était des défaites. Canelo, qui est un gros money fight, était une défaite. Et un money fight aussi gros aujourd'hui, contre qui? Charlot. Charlot, ça pourrait être un money fight. Je ne sais pas si ce serait le plus gros money fight pour Charlot. Ouais, mais regarde, que ça soit Charlot ou Jacobs, les deux s'affrontant, je pense qu'ils auraient une meilleure bourse que Jacobs affrontant, je sais pas, Caleb Plant. C'est ce que je veux dire? Oui, 100%. Et je pense que ça donnerait un combat très, très, très intéressant. Jacobs et Charlo, ça donnerait un super combat. Ouais. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir Bon, là, on a parlé des mauvais côtés, mais qu'est-ce qu'il y a à retenir de lui, là, selon un boxeur professionnel comme toi, de Danny Jacobs? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Puissance de frappe, vitesse et combativité. Combativité. Il n'arrête pas. Et évidemment, la performance contre Canelo, il n'arrête pas. Ouais. Et allez revoir le Danny Jacobs avant que ça explose pour lui, là. Ces deux combats contre Mora. Mora, sur le premier round contre Mora, où il se passe des choses, mais la revanche, il est tellement dominant qu'on a mal pour Sergio Mora. Voilà. Alors ça, c'était ton numéro 4. On passe dans le top 3, on passe dans le trio de tête du classement de Patrice Volny des meilleurs poids moyens actuels. Alors numéro 3, et peut-être que là ça va faire jaser, mais tu mets numéro 3, donc très très haut, hein, on est bien d'accord, hein, très très haut, tu mets ce monsieur, tu mets Billy Joe Saunders. Oui. Alors, oui. Est-ce que tu étais sur place à Laval quand il fait cette démonstration contre David Lemieux? Est-ce que tu étais dans le public? Oui, j'étais présent. De mes yeux propres, j'ai vu le combat. Les habiletés. OK, on peut rien lui enlever. Il parle, il dit bien des niaiseries avec sa bouche. OK? Mais ses habiletés dans un ring, ses déplacements, c'est extraordinaire. Ouais. Et on peut dire la même affaire contre le combat contre Chris Banks Jr. Il sait se déplacer. Ouais. Alors, ce qui pourrait, imaginons que tu le rencontres, ce qui pourrait être à ton avantage, c'est que c'est un mec qui parfois ne prend pas du tout au sérieux son sport. Contre Chris Eubank Jr., il a dit qu'il était à 60-70% de ses capacités. Il arrive à s'en sortir avec ses habilités, comme tu dis. Voilà. Et je pense en plus qu'avec un tel état d'esprit, il a pris Chris Eubank Jr. au bon moment, parce qu'il l'aurait pris un an plus tard en n'étant pas sérieux comme ça. Je pense que Junior aurait pu faire un meilleur truc. Après, quand il est sérieux, ben, ça te donne ce qu'il fait contre David Lemieux, qui est une des plus grosses démonstrations des années 2010, pour sûr. Mais effectivement, sa carrière malgré tout patauge. En plus, il y a un côté tricheur chez lui qu'il ne faut pas oublier. Hein. Normalement, quand il aurait dû affronter Andrade, ça s'est pas fait pour un cas de dopage. Ne l'oublions pas. Donc, ce mec-là, tu le mets quand même troisième parce que t'es tellement impressionné par sa habilité, t'es plus impressionné par les habilités de Billy Joe Saunders que de Charlot, par exemple, et Jacobs. Oui, parce que tu sais, on en a vu des boxeurs avec une super technique,
technique impeccable, les mains hautes qui réagissent au bon moment. Et Billy Joe Saunders, il est gaucher, il se déplace à la perfection, il rentre avec les contres. À Ce n'est montrer pas le plus gros. pour tout gaucher. C'est le combat qu'il fait contre le mieux, moi étant gaucher, c'est un des combats références pour tout gaucher qui commence, enfin, qui voudrait s'améliorer. C'est à voir et revoir et revoir et revoir, quoi. C'est une performance. Écoute, il est pas loin d'une performance à la Pernet. Hein. À la... C'est une super performance. On peut dire, je ne le compare pas, mais si on met, je sais pas moi, et le Prince Nassim pour les déplacements, mettez Billy Joe Saunders, ils font toutes partie de la même catégorie. Joe Kazage, pas pour les mêmes, mais pour les déplacements. Martinez pour les déplacements, on peut toutes les mettre dans le même bassin. Ses amis proches, je pense Tyson Fury qui a des excellents déplacements, on peut toutes les mettre dans la même catégorie. Donc, ses jambes le permettent de faire tout ce qu'il a à faire avec ses mains. Voilà. Alors, s'il se déplace de la manière, il ne peut pas. C'est vrai, c'est vrai. Alors encore une fois, même question que pour Jacobs, il fait des yo-yo avec le poids. Est-ce que tu crois que c'est un mec qui peut refaire les 160 livres? Pas facile, hein? Pas facile. Tu sais, je l'ai rencontré lui aussi. Ah ouais? Je l'ai rencontré très large. Ah, il est très large. D'accord. Il est large. Tu t'as fait du sparring avec lui à Toronto par hasard? Oui, exactement. À Toronto, ils étaient là quand ils se battaient. Moi, je me battais à Toronto. Lui, il faisait sa préparation pour aller se battre avec David Lemieux. Donc, physiquement, il est large. Il est fort, vous voyez. Est-ce que au poids qui marche aujourd'hui, je ne peux pas dire. Est-ce que ça va être facile de perdre ce poids-là pour aller pour descendre au niveau de 160? Ah, on t'a perdu un petit peu, Patrice. Il y a la connexion. Je pense que présentement, aujourd'hui, ils sont tous en train de se switch pour remonter à... OK. T'es de retour. Je crois que t'es de retour. Ah là là, la maudite connexion et tout. Mais on va s'en sortir. Okay. On n'abandonne pas, nous. On n'abandonne pas. Vas-y. Donc, ça va être un peu plus dur parce qu'il est pas petit. Le bonhomme, il est pas petit. Au niveau de sa discipline, seul lui sait sa discipline, elle est comment. Donc, mais je pense que il lui reste pas beaucoup de combats à 160. Non. Je pense que c'est dans la fin des 160 pour lui. Ah ouais. Il faudra vraiment un big money fight pour qu'il le fasse. Et peut-être qu'il était, s'il n'y avait pas eu s'il y avait pas eu le confinement et tout ça, peut-être que c'était lui au mois de mai qui aurait affronté Canelo, hein, peut-être. Il était sur place, hein. Il était en train de s'entraîner sur place, donc bon, on peut prévoir. Je pense qu'il y a eu une grosse déception là-dessus de sa part. Donc ça, tu le mets numéro 3, on a compris. On va aller sur les deux derniers, et là, il n'y a pas vraiment de mystère. Voilà, sur les deux derniers. Alors, on va aller sur ton numéro 2. Tu vas nous expliquer pourquoi tu le mets numéro 2 et pas numéro 1. C'est ce monsieur. Ouais. On en a beaucoup parlé déjà. C'est Gennady Golovkin. Alors, numéro 2, actuellement, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Il a été... Pendant longtemps, il a été numéro 1. Et c'est pour ça que personne ne voulait l'affronter. On est bien d'accord. Mais là, alors qu'est-ce qui te fait dire qu'il est numéro 2 ? C'est l'âge, tout simplement. C'est les derniers combats. L'ajustement durant les derniers combats, comme tu as dit, son ajustement durant les derniers combats, pas avant, mais pendant le combat, sont un peu plus difficiles pour lui de faire. Donc, normalement, on voyait pas ce lac-là chez lui, ce manque. Mais maintenant, le manque est de plus en plus présent et il est de plus en plus présent dans tous les combats qu'il fait depuis. David Klitschko, on est préparé, tu dois être prêt pour peu importe la situation qui arrive. Il donne une performance que beaucoup de personnes ont dit, oh, il a sûrement perdu le combat. Le combat, il était comme ça. Le deuxième combat contre Canelo, c'était vraiment plus la même histoire
que le premier combat. Tout à fait. Malgré toutes les affaires de dopage qui sont sorties, si on élimine ce Ouais. côté-là, et le combat n'était plus le même. Plus le même. Le combat contre Jacobs, la carte a été serrée aussi, ça a été serré aussi. Dans les deux côtés, on voit avec l'âge que Golovkin, on perd doucement, petit à petit. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, et je pense que tout le monde de la boxe a attendu justement de voir que ça décélère chez Golovkin pour faire des combats avec lui, euh, mais c'est une carrière à étudier pour tout amoureux de boxe, et de toute façon, Gennady sera toujours éternellement dans la discussion des meilleurs poids moyens de l'histoire, ça c'est sûr. En plus, il a respecté sa catégorie plus que les autres, hein. Il est toujours resté chez les poids moyens aussi. Quelle est, selon toi, l'année qui est l'année de pic de Triple G? Pour moi, c'est 2015. 2015, il est à son sommet. Il affronte Murray. Il affronte, c'est Rubio. Je sais pas si, non, c'est Murray, c'est Willie Monroe Jr. et c'est David Lemieux. J'ai l'impression que 2015, c'est son summum. Et à partir de là, ça commence tranquillement, doucement à décélérer. Mais 2015, il est imprenable. Est-ce que tu vois une autre année où il est encore plus impressionnant? Non, je ne pense pas. Tu sais, je pense que le plus gros clash qu'il y a eu, c'est le combat contre David Lemieux. Ah, ça aussi, c'est une domination. Il a été médiatisé. On s'attendait à une bombe, on s'attendait, je ne sais pas, à Thomas Hearn, Mervyn Hagler, on s'attendait à quelque chose d'énorme. Et ça a explosé là. Ces combats avant étaient d'autres combats qui s'arrêtaient si vite et il arrêtait tout le monde. Ouais. Il arrêtait tout le monde de la manière la plus violente qu'il pouvait. Ouais. C'était incroyable. Ah ouais, j'aurais pas voulu être à la place de Martin Murray, de Willie Monroe Jr., de McLean. Tu te souviens, McLean? Hein, comment il tombe tel un ascenseur. Boum! Il tombe comme ça. Là. Steven qui a été la même année, Curtis Steven la même année, je pense. Curtis Steven, ouais, c'est ça, ouais. Rosado plutôt. Ouais, non, c'était extraordinaire. Quel est ton combat préféré justement de Triple G? Préféré en Canelo 1. Triple G, Canelo 1. Et tu trouves que là, c'est du côté de Triple G. Pour toi, c'est lui qui gagne? Pour moi, c'est lui qui gagne. Définitivement. La seule chose que je ne comprends pas en part du combat, c'est pourquoi Triple G n'est jamais ou très rarement allé au corps. Il l'a fait dans tous ses combats. Il n'est pas allé. Il l'a peut-être pas pu. Hein. Canelo a justement été dans le mouvement. Oui. Ouais. Exactement. Peut-être qu'il n'a pas pu. Peut-être qu'il n'y a pas eu cette opportunité-là, mais il a souvent tenté la main droite. Il a toujours cherché d'aller connecter la main droite à la tête. Et selon moi, j'aurais essayé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que je ne suis pas dans le ring, je ne peux pas dire. D'aller au corps plus souvent ou de tenter au corps plus souvent. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc, voilà, c'est ton numéro 2. Mais c'est extrêmement logique. Alors, on va aller sur ton numéro 1. Là encore, c'est logique. Je pense que il n'y a pas à discuter. Je suis absolument d'accord avec toi. Alors, on va discuter justement pourquoi on le met numéro 1 sans conteste. Eh ben, c'est ce monsieur. C'est lui. Regardez, il est je suis numéro 1, je suis désolé les mecs. Tu vois c'est Canelo qui est numéro 1 et je suis d'accord avec toi, il est le numéro 1 actuel. Canelo qui... on peut lui faire beaucoup de reproches. Dans le monde de la boxe, on a une tendance à tout oublier. Donc on va complètement oublier qu'il y a quand même une suspension pour dopage, etc. Voilà, tu sais, on est prompt à oublier. Mais malgré tout ça, malgré tous les griefs qu'on a contre lui, c'est vrai que ce deuxième combat contre Triple G est d'une part un combat qui rentre tout de suite dans l'histoire de la boxe, dans les grands combats. Pour moi, il rentre dans le top 50 de la boxe, des grands combats de boxe, d'une part. Ah oui. Et c'est un choix stratégique parfait
qu'il a fait. Et choisir de boxer, de rester à mi-distance et de dominer un combat à mi-distance contre qui? Contre Triple G. Pour moi, rien que cette performance-là me fait dire que Canelo est effectivement le numéro 1. Et attention, je pense que Canelo est très haut aussi dans le top all-time. Très haut. Alors, je le mettrai peut-être pas dans le top 5, mais il se rapproche, il frappe à la porte du top 5 pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? Il a tout ce qu'il faut. Il a la puissance, il a la vitesse, il a la précision, il a les jeux de jambes, il est un combiné de tout ce qu'il faut en ce moment pour performer. Il a tout pour lui. Il a aussi le fait qu'il est le A-side. Et ça, c'est aussi un avantage, que tout est fait pour lui et que ses adversaires doivent dire oui à toutes les exigences. Donc ça aussi, si on veut être aussi objectif, ça aussi, tous ses adversaires, même Triple G, ont été dans le désavantage. Oui, il y a ce côté-là, ce côté Golden Boy, où bah, c'est ça où tu n'as pas de combat, hein? Ouais. C'est ça, tu n'as pas de combat. Mais Canelo, c'est Amir Khan, côté vitesse, le découpait. Ah ouais, mais... Sauf qu'au niveau de la puissance et la précision, c'était Canelo. Et le timing. Et le timing, ouais. Mais c'est un chef-d'œuvre. Hein. Comment il l'amène, c'est au 6e round. Hein. Comment il construit son attaque pour le 6e round, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Regardez ça. Hein, ça fait oublier, ça fait oublier son bras arrière en allant au corps, justement, en acceptant d'en recevoir une ou deux. Enfin, c'est assez incroyable. Et bon, moi, j'ai cru qu'il l'avait tué. Hein. Ah, mon Dieu, la bombe, elle est rentrée, il a dormi tout de suite. J'ai eu peur. Et il avait même encore toujours chez eux, il était déjà parti. Ouais. Voilà, bah tu sais quoi, je crois que... Il était parti. Tu sais quoi, notre connexion internet, je crois que c'est Amir Khan. Et c'est Amir Khan qui se prend un coup de Canelo. Aujourd'hui, c'est ça. Notre connexion internet, c'est Amir Khan. Tu vois, voilà. Mais ah là 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 là, incroyable. Mais j'ai bien compris ce que tu as dit. Donc effectivement, on peut rien dire d'autre que Canelo number one. Ça fait mal de le dire, mais c'est effectivement le cas. Alors que quid du futur de Canelo chez les poids moyens, ça c'est autre chose, parce que justement, moi je me dis qu'il va manquer d'adversaires de renom. Quand tu es le numéro 1, chaque combat doit être un événement. Et avec Triple G, il n'y a plus qu'une trilogie avec Triple G. Il n'y a plus que ça à faire, parce que je pense pas que Charlo et Canelo, ça se fera un jour, pour les questions de promoteurs. Donc, finalement, il n'y a plus Billy Joe Saunders ou Triple G. Et certainement Canelo va monter chez les super moyens définitivement dans très peu de temps. Voilà, donc finalement, il n'aura pas fait énormément de combats chez les moyens. Il n'en aura pas fait énormément. Il aura fait ses combats contre Triple G. Mais après, bon, il arrivait avec son poids, arrivait à faire les super welter. Donc il n'aura pas fait énormément de combats au poids officiel de 160. Voilà, mais ça reste le numéro 1. Voilà. Merci encore Patrice. C'était le top 10 des poids moyens actuels de la part de Patrice Volny. C'était extrêmement intéressant que tu sois avec nous, toi qui es aux portes d'un grand combat, et comment tu envisages la chose. Alors tu sais quoi Patrice, on va donner rendez-vous aux pirates dans quelques jours, toujours sur la page, parce qu'on va faire la même chose, toujours avec Patrice, mais là c'est Patrice qui va nous donner ses poids moyens préférés dans l'histoire. Son top 10 personnel all-time de la catégorie reine de la boxe, qui sont les poids moyens. Et non, c'est pas les poids lourds, c'est les poids moyens. Patrice, t'es d'accord pour ça? Oui. T'es d'accord? Alors, mes pirates, restez connectés.
Patrice Volny reste avec nous pour un second top 10 qui arrive dans quelques jours. Allez, on vous salue, portez-vous bien et boum!